Alors, bonjour, cher public, chers intervenants. Merci d'être présent aujourd'hui pour parler de ce beau sujet que sont les modèles d'affaires dans l'économie circulaire. Lors de la première table ronde, on a parlé notamment de l'importance du nouveau cadre législatif européen qui doit permettre de supporter le développement des business models circulaires. Et donc on va essayer de voir aujourd'hui comment est-ce que justement on peut favoriser la réparabilité et la durabilité grâce à l'émergence de ces nouveaux modèles qui émergent. Sachant donc que le marché de la seconde vie en France explose. D'après le baromètre 2022 de Recommerce, on a une croissance notamment de 37%, de 11% de la consommation de smartphones par rapport à 2021. Il y a aussi une prise de conscience croissante des citoyens. On en a parlé un petit peu lors de la première, on l'a entendu lors de la première table ronde. Et derrière ça, ce qu'on voit, c'est en fait une diversité d'acteurs qui se développent dans le secteur de la seconde vie. Donc avec des représentants du secteur de l'économie sociale et solidaire, on a des startups du digital, des modèles autour du réemploi, de la location. Donc finalement, ce qu'on va se demander, c'est quels sont les défis qui restent à relever pour ces modèles d'affaires. Comment est-ce que finalement ils peuvent évoluer et dessiner un petit peu des nouvelles trajectoires dans les années à venir. Alors sur cette question des modèles d'affaires, on a la chance d'avoir quatre organisations qui font partie du club de la durabilité de l'association HOP, donc qui est un club que HOP pilote, notamment donc Florent Curel, avec des organisations, des entreprises qui travaillent sur ces questions-là. On va commencer donc par les enjeux, les défis de l'économie circulaire. Alors Guy Pezacou, donc de Murphy, qui est un acteur pionnier de la réparation du gros électroménager. Parmi les questions qui se posent, les défis, il y a notamment celui du gisement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la manière dont vous essayez de gérer ces questions? Bonjour à tous, merci en tout cas de nous accueillir aujourd'hui et de nous donner la parole sur ces sujets. Et merci à toutes les équipes de HOP de mettre ça en œuvre. Alors effectivement, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du gros électroménager, on a à peu près 28 millions d'appareils qui tombent en panne chaque année. Et sur ces 28 millions de pannes, on en a à peu près 5 millions qui sont réparés. Sur ces 5 millions, c'est la moitié qui sont des produits sous garantie ou extension de garantie, et l'autre moitié qui sont des produits hors garantie. Donc ça veut dire que quand on prend juste la réparation hors garantie, c'est moins de 10% des pannes que les Français rencontrent qui finissent par être réparées par des professionnels de la réparation. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'il advient des 90 autres pourcents ? Ils sont récupérés par les éco-organismes qui sont chargés d'organiser la filière du recyclage de ces machines-là. Et aujourd'hui, ce qu'on souhaite pousser de plus en plus, c'est faire en sorte que ces machines-là, avant d'être envoyées directement au recyclage, passent par la case réemploi pour qu'on puisse, si on n'arrive pas à les réparer directement chez les clients, les intercepter aussi avant qu'elles finissent en recyclage. Et il y a une vraie volonté globale de tous les acteurs de l'écosystème de faire en sorte que ces machines-là, on arrive à les remettre en circulation. C'est ce qui a l'impact positif le plus fort. Enfin, il faut savoir qu'un lave-linge, c'est 15 kg de plastique bromé. Donc à part ce plastique-là, à part le brûler dans des incinérateurs pour en faire de l'énergie, on ne sait rien en faire d'autre. Donc finalement, leur donner une seconde vie, c'est avoir un impact positif beaucoup plus important. Merci. Alors, juste avant, Franck Agéry mentionnait la question des nouvelles compétences, des nouveaux métiers en fait, qu'il faut développer pour ce secteur. Quels sont les enjeux que vous, Murphy, vous voyez sur cette question-là? Et puis, est-ce qu'il y a des enjeux aussi au niveau de la rentabilité économique pour des acteurs comme vous qui essaient de se développer?
Alors, sur le sujet des compétences, effectivement, aujourd'hui, d'après l'ADEME, on a entre 3 et 5 000 techniciens en France. Et si on veut qu'à chaque fois qu'il y a un appareil qui est jeté aujourd'hui, il y ait soit un technicien qui intervienne à domicile pour le réparer, soit un technicien qui essaie de le reconditionner en atelier, il faudrait former 23 000 techniciens dans les prochaines années. Ce qui, aujourd'hui, au-delà de ne pas avoir suffisamment de réparateurs en France, on n'a pas assez d'écoles de formation. Ça fait 30 ans qu'on explique à nos jeunes que le progrès, c'est d'acheter des produits pas chers fabriqués en Asie, et ils ont juste arrêté de se former à ces métiers-là. Donc il y a un énorme retard à rattraper sur la formation pour construire des écoles de formation, ce qu'on a fait il y a 18 mois maintenant. On a formé, chez Murphy, on a une filiale qui est organisme de formation qui nous permet de former nos techniciens en interne. On a formé 150 personnes sur les 18 derniers mois et on va en former 300 dans les 18 prochains mois. Et même avec ça, on sent bien que on est sur un marché qui est brûlant. Enfin, il y a beaucoup plus de demandes de réparation qu'il n'y a de techniciens en France. Avec la sortie, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité ces derniers jours, mais il va y avoir la sortie du fonds réparation qui va enfin être mis en œuvre au 15 décembre. Il va certainement y avoir une explosion des demandes de réparation. Et le gros problème qu'on va rencontrer, c'est de servir, parce qu'on manque de gens qui savent réparer correctement des appareils. Et il y avait une deuxième question sur la rentabilité. Sur la rentabilité, rapidement. La rentabilité, c'est un vrai gros sujet. Il faut savoir que le prix moyen de l'électroménager, depuis les années 2000, il a diminué de 20%, alors que le salaire médian en France, il a augmenté de 40%. Donc quand on regarde la valeur économique créée par un technicien et qu'on la rapporte à la valeur des produits neufs qu'il répare, étant donné que son salaire il a pris 40% et que la valeur des produits neufs elle a fait moins 20%, il faudrait qu'il répare 70% d'appareils en plus pour créer la même valeur économique. Ce qui est structurellement impossible quand on travaille tout seul et qu'on n'est pas aidé par des fonds de réparation ou des choses comme ça. Et donc il y a la raison qui fait que globalement la performance de l'industrie du neuf a beaucoup évolué, c'est que les acteurs qui dominent l'écosystème, ce sont les fabricants et les distributeurs. Ils ont investi des centaines de millions d'euros, voire des milliards d'euros, dans des procédés d'extraction de matière, de transformation, d'assemblage et de distribution. Et la réparation, c'est quand même un milieu qui est un peu le Moyen-Âge. Enfin, déjà, prendre rendez-vous en ligne pour un réparateur, c'est quelque chose qui est hyper nouveau et qu'on fait, et pourtant, c'est quand même pas rocket science. Et donc, il y a un vrai besoin d'investir dans des outils informatiques, dans des infrastructures industrielles de reconditionnement, dans les hommes via la formation et aussi dans des marques qui inspirent confiance et qui arrivent à apporter plus de clarté, en tout cas à ce métier de la réparation. On a l'impression que c'est un truc boîte noire, on ne comprend pas comment ça marche. Et donc tout ça, évidemment, ça coûte énormément d'argent. L'opportunité, c'est que c'est un marché qui est colossal. Le gros électroménager en Europe, l'opportunité de marché, c'est 14 milliards d'euros. Du coup, il y a évidemment des moyens qui sont mis à disposition pour arriver à transformer nos modèles économiques. Et ça, c'est hyper positif. Par contre, il faut quand même qu'on arrive à démontrer que même si c'est un énorme marché, qu'on a des clients qui sont très engagés, que les investissements qui sont à faire, finalement, permettent à un moment donné de retrouver de la rentabilité. Merci Guy. Maud Sarda, donc, vous dirigez la structure, donc le label Emmaüs. Et si j'ai bien compris, en fait, un des enjeux pour vous, c'est d'essayer de montrer que, quelque part, le digital peut aussi être un outil au service de l'économie sociale et solidaire. Oui, tu as bien compris. En quelques mots, qu'est-ce que label Emmaüs ? Emmaüs, je pense que tout le monde connaît, ça a 80 ans maintenant, et label Emmaüs, il y a moins de personnes qui connaissent, mais ça va venir. En gros, c'est le prolongement en ligne d'Emmaüs, tout simplement. Les fameux bric-à-brac que beaucoup d'entre vous connaissent, où on peut apporter des produits pour soutenir le projet solidaire d'Emmaüs, et où on peut acheter militant, mais aussi acheter pour faire juste de bonnes affaires. Et il y a pas mal de gens qui viennent chez Emmaüs parce qu'ils en ont
ont besoin. Ce modèle-là, on l'a transposé en ligne, tout simplement. Mais ce n'est pas que des produits. Voilà, chez Emmaüs, c'est une seconde vie pour les produits, une seconde chance pour les personnes. Donc au cœur du modèle de label Emmaüs, il y a ça. C'est d'abord un combat social Emmaüs, et par défaut, depuis 80 ans, c'est un combat écologique. Emmaüs, c'est 300 000 tonnes de produits collectés quand même par an, c'est gigantesque. Sur certaines filières, on est clairement l'opérateur numéro 1, comme le textile par exemple. C'est 100 000 tonnes de textiles collectés en France, dont à peine 2-3% va finir vraiment en déchetterie. Donc on est quand même sur le réemploi en premier lieu, et c'est ça qu'il faut faire, du réemploi, mais aussi du recyclage. Donc l'écologie, c'est bien évidemment au cœur de notre modèle, mais c'est d'abord un combat social. Donc c'est ça qu'on a essayé d'inventer en ligne, et c'est pas simple. On a voulu prouver que oui, on peut faire du e-commerce avec des personnes en parcours d'insertion, on peut faire du e-commerce avec des personnes qui sont peu qualifiées académiquement, que la tech, le numérique doit s'ouvrir, devenir plus diversifié, plus inclusif. Et que ce monde-là a aussi sa responsabilité, sa part de responsabilité dans le combat social. Et donc concrètement, on a 60 salariés, et sur les 60, il y a un tiers qui est en insertion, qui gère plein de choses, le SAV de la marketplace. On a 2 millions de produits uniques qui sont référencés sur label Emmaüs, et derrière chaque produit, c'est un compagnon, une compagne, une personne en insertion. Voilà, c'est vraiment les personnes qu'on accueille chez Emmaüs, et pas que chez Emmaüs, sur label, il y a aussi des ressourceries qui vendent. Il y a toutes les structures en fait de l'économie sociale et solidaire. D'accord, voilà, le SS, c'est large, c'est des associations, c'est des coopératives, c'est aussi des structures commerciales qui ont un label ESUS. Voilà, donc ce sont ces acteurs-là qui vendent sur label Emmaüs. Il y en a 175 aujourd'hui. Envie, la Croix-Rouge, les ressourceries, Emmaüs, voilà, on va dire les grandes têtes de réseau qui sont sur ce site. D'accord, merci beaucoup. Alors un modèle comme ça qui essaie de conjuguer l'aspect environnemental et social, avec une économie qui est plutôt finalement une économie du don, qui est en fait le gisement principal du label Emmaüs. Comment est-ce que vous vivez ces transformations avec l'émergence d'acteurs qui ont des modèles différents, qui essaient de développer aussi une autre forme d'économie circulaire? Quelles questions est-ce que ça pose pour vous, et comment est-ce que vous y faites face? C'est sûr que quand on s'est lancé il y a 6 ans, en 2016, on se rappelait qu'on s'est croisés au démarrage de label Emmaüs, et ça faisait pas longtemps que Back Market existait aussi. Le paysage, il était complètement différent, quoi. Ça n'a rien à voir. Enfin, par exemple, Vinted, en 2016, ils étaient en faillite. Aujourd'hui, il y a 18 millions d'abonnés en France en fait, qui utilisent Vinted. Vous avez fait une levée de fonds de 450 millions d'euros l'année dernière. Enfin bon, voilà, c'est le paysage de la seconde main n'a plus rien à voir depuis, on va dire, 3-4 ans. Et la crise sanitaire a accéléré évidemment quelque chose qui était en marche de toute façon. C'est évident. Donc Emmaüs face à ça. Il y a plein de réactions. Nous, chez Label Emmaüs, on a tendance à penser que Emmaüs doit aussi se réinventer. Et c'est ce qu'on fait avec Label Emmaüs. On a investi le e-commerce, un endroit où personne n'attendait Emmaüs il y a quelques années. On essaie de prouver qu'on est capable d'offrir un service client aussi performant, si ce n'est plus, que plein de plateformes numériques. On a quand même 9,2 clients sur 10 qui recommandent le site à leur entourage. Donc c'est un super taux de satisfaction. On en est très fiers. On pense aussi que dans la réparation, il faut qu'on évolue. Les compagnons, les compagnes, il faut les former au métier de demain. Dans le numérique, mais comme dans la réparation, on ne peut pas continuer à leur proposer des métiers qui datent de l'ancien temps. Voilà, il faut désormais qu'ils puissent rebondir dans l'économie classique. Et tu le disais très bien, Guy, le nombre de réparateurs qu'il faut créer en France, ça c'est une opportunité pour l'inclusion, il faut s'en saisir. Après, moi, souvent dans mes propos, j'appelle aussi tous les nouveaux acteurs de la seconde main à avoir un sens des responsabilités sociales, en fait, en premier lieu. On ne peut pas
débarquer sur la seconde main sans avoir conscience que ça a été un moteur pour la solidarité nationale pendant des décennies et que oui, c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a moins de dons à Emmaüs, beaucoup moins de dons de qualité. On a beaucoup de mal à récupérer de l'électroménager, par exemple, et c'est pas que les nouveaux acteurs qui émergent qui fait ça, hein. C'est aussi la façon dont surtout la distribution fonctionne, les distributeurs, les fabricants, mais c'est aussi, il y a des choses qu'on ne donne plus à Emmaüs. On ne donne plus de smartphones, on ne donne plus d'ordinateurs, on ne donne plus d'électroménager, on donne de moins en moins de textiles, de moins en moins de marques de mode, et ça c'est très inquiétant. C'est très inquiétant parce que nous on ne reçoit pas d'argent en fait, très peu de subventions publiques, très peu de subventions privées. Et une communauté Emmaüs, elle fonctionne uniquement sur la solidarité en fait, par le don de matériel. Voilà, donc c'est le sens de l'histoire. Tant mieux qu'il y ait plein d'acteurs sur la seconde main. Ensemble, on essaie de faire bouger les lignes aussi de la réglementation, des pouvoirs publics qui doivent faire beaucoup plus pour soutenir l'ESS comme l'économie marchande sur la seconde main. Tant mieux pour l'écologie, mais il ne faut pas oublier le social en fait. Le GIEC est le premier à le dire, le combat social est au cœur du combat écologique. On ne réussira aucun combat écologique sans le combat social. Il y a 2 fois plus de personnes à la rue en France depuis 10 ans. La population française n'a pas doublé pendant ce temps-là. Donc voilà, menons aussi ce combat social tous ensemble. Merci beaucoup Maude. Vianney Vaught, donc vous représentez Back Market, un acteur qu'on ne présente plus. Alors dans ce marché qui explose, celui de la vente de produits électroniques reconditionnés, en particulier les smartphones, quelles sont vous les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans le développement de votre activité ? Si c'est OK, je voudrais d'abord, je trouve que c'est un sujet passionnant, justement de quel est le sens des priorités. Je pense que ce qu'on partage en commun, c'est évidemment ce socle écologique de l'économie circulaire. Et comme tu disais, on ne peut que se réjouir du fait que de plus en plus de consommateurs y participent. Et moi, j'entends aussi vachement le sujet de comment Emmaüs, qui part d'un combat social, doit s'adapter au monde du digital et à ses pratiques, etc. Et je pense que cette dynamique-là, elle doit effectivement aussi s'appliquer sur le trajet inverse. Comment une entreprise qui vient du digital avec ses pratiques et sa culture comme la nôtre oublie pas non plus en toile de fond le combat social. Et en tant que marketplace, le sujet de comment tes marchands opèrent, comment eux-mêmes traitent leurs salariés, etc. De plus en plus, il y a une forme de responsabilité. Déjà une attente éthique des consommateurs et en plus les administrations qui mettent de plus en plus de pression sur le modèle de place de marché. J'ose espérer que dans un futur proche, on arrive à se rejoindre à peu près à mi-chemin sur ces sujets. Sur les contraintes qui sont posées à notre écosystème, elles sont, je pense, assez proches de celles qu'un réparateur peut avoir ou une ESS dans la réparation peut avoir. D'ailleurs, on a poussé, nous, pour que la définition d'un reconditionneur et celle d'un réparateur soient en fait équivalentes, quoi, parce qu'au bout du compte, c'est des gens qui font le même métier. Ils récupèrent un produit qui a été utilisé, ils vont le vérifier, ils vont le réparer, et il y en a un qui va le revendre à un autre consommateur dans notre cas, ou alors dans le cas d'un réparateur, il le rendra à son précédent propriétaire. Et donc on se retrouve tous exposés aux mêmes contraintes d'équilibre économique qui restent précaires aussi, je pense, en particulier si on regarde la filière française du reconditionné. Donc nous, c'est un de nos gros points d'affrontement aussi un peu avec l'administration pour essayer de les faire bouger sur comment est-ce qu'on peut faire grandir et s'épanouir un secteur local en France avec des équilibres économiques qui sont préservés. Ce qui s'est passé avec la copie privée, par exemple, l'année dernière, est un problème. En gros, pour résumer très brièvement, c'est l'extension de la redevance copie privée aux produits reconditionnés qui a été obtenue par Copie France l'année dernière. Bon, ça, c'est une manière très très simple de menacer un secteur de reconditionneurs qui est déjà un peu à la peine pour trouver ses équilibres économiques. On s'est parlé aussi du problème des gisements. Je pense que Emmaüs aurait probablement moins de problèmes si déjà les éco-organismes jouaient le jeu d'ouvrir leur formidable gisement. Je trouve que la statistique que tu évoques de dire qu'il y a seulement 2% de nos produits qui finissent en déchetterie chez Emmaüs,
il y a seulement 2%, enfin c'est ce qu'on leur demande et c'est pas ce qu'ils obtiennent en plus, des produits collectés par les éco-organismes chaque année qui finissent fléchés sur le réemploi. Ça, il faut regarder ce gisement un peu dans les yeux. Et on parlait de déshabiller Paul pour habiller Jacques, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a juste un manque de fringues. Et il faut prendre ces objets qui sont dans le gisement et forcer les éco-organismes à servir le réemploi. Et à mon avis, ça débloquera aussi énormément de sourcing, comme on dit dans le jargon, et donc de produits à mettre sur le marché. Et donc, ça fera venir encore plus de consommateurs et ça enclenche un cycle vertueux. Merci beaucoup Vianney. Nina Mangui, donc vous représentez Adopte un bureau. Donc on passe cette fois au secteur du mobilier. Alors vous avez également une activité de vente de mobilier reconditionné. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être un autre modèle qui fait écho à ce que Franck Algérie mentionnait tout à l'heure autour de l'économie de la fonctionnalité, que vous essayez de développer. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, Adopte un bureau, en 2 mots, on est du coup une entreprise sur le secteur du mobilier de bureau et on cherche à donner et à favoriser une seconde vie pour ce mobilier-là, sachant que c'est un des premiers postes qui part en déchets sur le secteur tertiaire. Ça représente à peu près 100 000 à 200 000 tonnes par an. Donc du coup, Adopte un bureau a été fondé dans les mêmes eaux en 2015. Au départ, c'était pour récupérer du mobilier d'occasion, le reconditionner, le remettre en état et puis ensuite lui donner une seconde vie en le revendant. À la fois à des clients B2B, donc c'est des entreprises qui vont vouloir réaménager leur espace, leurs locaux, etc. Et à la fois via une boutique en ligne à des clients particuliers, tout un chacun. Du coup, c'est aussi très vite poser la question du gisement. Je rejoins là un peu rapidement mes voisins. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, on s'est dit aussi que pour pouvoir reconditionner du mobilier, il faut déjà que ce mobilier soit de bonne facture à la base. On ne peut pas juste récupérer n'importe quel mobilier d'occasion pour ensuite chercher à le remettre en vente. Ça ne marche pas. Et du coup, on s'est mis en tête aussi de vendre du neuf. Alors c'est assumé, hein, c'est un point de vue assumé et un peu différenciant. On vend aussi du mobilier neuf pour compléter une offre vis-à-vis des clients qui cherchent certaines spécificités qu'on n'aura pas en reconditionné. Ça nous permet en fait d'alimenter notre propre boucle d'économie circulaire, puisque ce qu'on va chercher à partir de là, c'est se dire, OK, on vous vend du neuf, mais sachez qu'on est prêt à vous racheter ce mobilier-là dans 3, 6 ans, 9 ans, quand vous n'en aurez plus besoin. Et donc, on met en place, et maintenant de plus en plus de manière systématique, ce qu'on appelle une offre de rachat garantie. On vous vend et on s'engage dès aujourd'hui sur une grille, tarifaire et on vous rachètera ce mobilier dans 3 ans, 6 ans, 9 ans, comme vous le souhaitez, quand vous n'en voudrez plus. Et donc ça viendra alimenter notre propre gisement. On le reconditionne et on sait qu'on pourra le remettre ensuite sur le marché. Donc on a commencé par ce système-là, et puis ensuite est venue aussi d'autres solutions, telles que le leasing, telles que la location, l'abonnement, et on fait aussi des prestations de réparation, évidemment. Je vais du coup plutôt focuser sur le leasing et la location abonnement. Donc ça, c'est pour offrir de la flexibilité, bien évidemment, à nos clients. Le leasing, ce sera surtout sur des clients B2B, hein, on ne le fait pas en particulier. Par contre, tout ce qui est location, abonnement, ça entre dans des systèmes, par exemple, pour le télétravail, il y a beaucoup de boîtes, beaucoup de sociétés qui participent maintenant, qui font un effort pour que leurs salariés s'équipent chez eux. Donc tout ça, ça peut rentrer dans ces formules-là. On cherche en fait à trouver ce qui apporte de la valeur à nos clients, étant donné les développements de la société, notamment avec, bien sûr, évidemment, les confinements et le ramp-up de télétravail. On cherche à pouvoir offrir plus de flexibilité tout en s'assurant derrière qu'on va aussi pouvoir récupérer ce mobilier pour pouvoir lui offrir une seconde vie. Le leasing, très brièvement, ça consiste à mettre un partenaire leaser qui va faire office, je le fais très schématiquement, de banque dans le système. Donc nous, en fait, on n'est plus propriétaire, détenteur du mobilier, mais notre client ne l'est pas non plus. Ça lui évite de mettre de l'investissement
dès le départ et ça lui permet de payer ça en mensualité au leaser. Et c'est donc le leaser qui prend ensuite le risque de financement. Donc ça, c'est une solution qu'on met de plus en plus en place. Ça peut représenter, selon les années, mais ça peut représenter 20 à 25% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est quelque chose qui intéresse. Par exemple, on a des sociétés de coworking qui sont beaucoup développées sur ce modèle-là et avec qui on travaille là-dessus. Voilà en gros pour les différentes solutions. Merci beaucoup. Alors on peut passer, je pense maintenant qu'on a vu un petit peu un état des lieux des défis, des problématiques qui se posent pour ces nouveaux modèles d'affaires, on peut essayer de voir quelles sont les perspectives qui se dessinent pour la suite, pour développer le marché de la seconde vie. On peut commencer par Maud Sarda. Donc on a vu qu'effectivement il y a un certain nombre de contraintes que vous essayez de gérer, avec peut-être quelques pistes de complémentarité avec certains acteurs autour de cette table. Est-ce que vous pourriez nous en évoquer quelques-unes, s'il vous plaît? Alors, je pense que spécifiquement pour l'économie sociale et solidaire, et en tout cas celle qui ressemble à Emmaüs ou des ressourceries, l'enjeu numéro 1, si on veut à un moment donné changer un peu d'échelle en ligne, c'est la traçabilité. Voilà, il n'y a pas de code barre sur les produits dans une ressourcerie, dans un Emmaüs. Ça veut dire qu'on est incapable de faire de l'omnicanal. On ne peut pas vendre en magasin et en ligne en simultané. C'est une limitation énorme en fait. Ça veut dire qu'un Emmaüs qui veut vendre en ligne avec nous, il fait un petit stock à part, il prend le temps de chercher le produit qui va aller bien, il va mettre en ligne, etc., etc. C'est un temps monstrueux. En fait, derrière chaque fiche produit, on n'imagine pas le boulot, mais c'est 20-30 minutes peut-être par fiche produit. On est dans de la surqualité, tout ça. Et tant mieux, je pense que c'est aussi pour ça que les clients sont hyper contents sur Label. Mais voilà, il faut qu'on avance sur ces questions de traçabilité. Et derrière la traçabilité, il y a la formation, évidemment. Donc le deuxième enjeu, mais aussi important que le premier, c'est la formation des acteurs. Donc nous aussi, on a créé un centre de formation. On est Calliope, on est certifiant. On délivre un diplôme qui s'appelle concepteur designer UI. Et des personnes arrivent sans le bac ou tout juste le bac pour 80% d'entre eux. Ils ont une énorme appétence pour le numérique, une envie d'en découdre et voilà, une revanche aussi à avoir peut-être sur l'école classique. Et en 6 mois intensifs, ils décrochent ce diplôme qui est quand même une équivalence bac plus 3. On peut faire ce genre de choses avec l'accompagnement adéquat, les outils adéquats, c'est possible. Donc je pense que voilà, un des projets qui pourrait nous réunir, tout acteur confondu sur l'économie circulaire, c'est la formation. Je pense que vraiment on pourrait tout à fait monter des centres de formation ensemble, créer des chaînes de valeur comme ça ensemble autour des personnes parce que tout le monde va vouloir les recruter, ces personnes. Elles vont manquer cruellement dans les années qui viennent. Ça peut servir les objectifs de l'inclusion, comme les objectifs économiques, financiers, comme les objectifs écologiques. Donc peut-être que c'est ces pistes-là qu'il faudrait qu'on creuse en priorité. D'accord, merci beaucoup. Alors je vais rebondir avec Guy, juste à côté de moi. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce que Maud vient de dire? Et puis, comment est-ce que vous, de votre point de vue, vous voyez cette espèce de combinaison de coopération et de compétition qui se développe un peu entre les différents acteurs dans le secteur? C'est des sujets passionnants. Ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on ait besoin d'investir dans des outils informatiques, de la formation, des outils industriels aussi pour pouvoir traiter l'ensemble des flux liés à la seconde main et des belles marques aussi. Et Label Emmaüs, c'est vraiment une très belle marque. Et ça, c'est des choses qu'on partage. Je pense que c'est très bien d'avoir plusieurs marques parce que ça permet aussi de faire front face à toutes les marques de l'industrie du neuf. Et effectivement, sur tous ces autres sujets, je pense qu'on a intérêt à construire des choses en commun, comme c'est le cas en fait dans l'industrie du neuf. C'est-à-dire que les ERP utilisés par les distributeurs, en fait, ce sont les mêmes. Ils utilisent maintenant les mêmes outils de marketplace avec Miracle. Et en fait, ils mutualisent
beaucoup de leurs outils, ce qui leur permet d'être beaucoup plus performants. Et même si finalement, à la fin, ils se font la bagarre sur le marché auprès du client. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très fort et très important, c'est de se faire, en tout cas d'arriver à structurer un marché de l'économie circulaire. Et ça va de comment est-ce qu'on gère des choses très, très, très bêtes, hein, mais le recrutement dans l'économie circulaire et l'économie sociale et solidaire aussi. Et tous ces sujets-là, ces sujets qu'on doit arriver à porter en commun. Et aujourd'hui, je pense qu'on est au tout début de tout ça, et on a besoin de continuer à travailler ensemble. Ouais. D'accord. Merci Guy. Vianney, 2 questions. La première, c'est pareil, qu'est-ce que ça vous évoque ces pistes de collaboration possibles? Et puis la deuxième, peut-être sur des éléments que vous auriez sur les impacts sociaux et environnementaux de Back Market, puisqu'il me semble que vous avez fait un travail sur le sujet. Je rebondis vachement sur ce qui est dit sur l'éducation aussi de la masse de consommateurs. Je pense qu'il y aurait une erreur à considérer qu'en voyant par exemple les 18 millions de Français acheter sur Vinted chaque année, que ça y est, c'est bon, on est dans l'économie circulaire et que c'est tellement bon qu'on peut commencer à aussi en critiquer les travers, parce que c'est vrai qu'il y a des boucles de réachat qui s'accélèrent, etc. avec ces nouvelles pratiques, donc il y a des problèmes à regarder. Mais en parallèle de ça, moi j'ai constaté sur les quelques mois écoulés l'explosion de Shein. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne cherche pas à en faire la promotion ici. Mais en fait, culturellement, on n'y est pas. Les consommateurs sont encore dans leur immense majorité des gourmands d'une économie linéaire, ultra destructrice de l'environnement, etc. C'est super qu'on soit tous ici dans cette salle, et je pense qu'il y a des éléments qui donnent foi dans notre capacité en tant que consommateurs, citoyens, administration, etc. à adopter le circulaire at scale, mais on n'y est pas du tout. Et quand je regarde les rapports de force de l'économie circulaire et du marché de l'occasion par rapport au marché du neuf, on se parle d'un marché de 80 milliards de dollars à date pour nous, contre 1,3 trilliard chaque année sur le marché du neuf. Donc c'est bien de se savoir un peu nain pour être sûr qu'on ne se bat pas entre nous dans un dé à coudre et qu'on regarde le vrai ennemi dans les yeux. Et l'enjeu, c'est le consommateur. L'autre enjeu pour nous, Back Market, c'est aussi le destin des industriels, donc de ceux qui fabriquent les produits, et quel va être le niveau de pression que le législateur, que ce soit au niveau français ou européen, arrivera à leur mettre. On voit qu'il y a plein de signaux positifs sur l'interdiction du part pairing, par exemple, la sérialisation, et ce qui fait qu'un réparateur indépendant qui change une batterie ou un écran, en fait, il n'initiera pas un message d'erreur logiciel, ce qui est terrifiant pour un consommateur. Hein. Nous, on les reçoit, ces messages de conso qui nous disent « Apple me dit que ma batterie n'est pas d'origine, est-ce que je ne vous retourne pas le produit ?» Ça, c'est un énorme produit, c'est une pratique utilisée at scale chez les industriels. Elle est interdite, et je lui souhaite un très bon anniversaire à cette loi, depuis le 17 novembre 2021 en France. Apple continue d'envoyer des messages d'erreur sans aucun problème sur vos iPhones si vous avez une batterie changée par des réparateurs indépendants. Donc nous, il faut que le pouvoir public mette la pression sur les industriels, pousse sur l'éco-design. Il y a des dispositions qui sont discutées au niveau européen sur le sujet aussi, pousse pour le droit à la réparation. Il y a des dispositions un peu vagues et qui sont là aussi discutées au niveau de la Commission. Parce que en fait, la réalité, c'est que le destin des réparateurs, des ESS, des reconditionneurs, à un moment ou un autre, il va être quand même ultra dépendant de la capacité des industriels à inclure les principes de l'économie circulaire dans leurs pratiques. Ok, merci. Et je reviens sur la question de l'impact de Back Market. Est-ce que vous avez quelques éléments ? Ouais, c'est très difficile, en tant que Français en particulier, de parler d'impact. Et moi, j'étais publicitaire avant et j'ai eu l'occasion de bosser pour des pubs de petites culottes ou d'automobiles qui essayaient de parler de ce genre de trucs. Et à la grande époque du greenwashing, où tout devenait très vert, etc. Et au moment, on sait que acheter reconditionné ou réparer un produit, et j'insiste sur le fait que réparer un produit est encore mieux que acheter reconditionné, évidemment,
et est un moyen d'alléger l'impact environnemental d'un produit. Ça, on le sait depuis le départ. Il y avait des études qui avaient été faites par des reconditionneurs eux-mêmes, etc. À un moment, nous, on s'est dit, il faut que le consommateur soit au courant de ces sujets d'impact. Mais si c'est nous qui, à nouveau, commanditons notre petite étude de notre côté, ça va sentir le poisson pas frais. Et donc, on a travaillé avec l'ADEME. On a lancé le projet les conversations, elles ont débuté il y a 2 ans et demi avec l'ADEME. Ils avaient déjà commencé à débroussailler l'impact de la réparation et on leur a dit il faut une étude sur le réemploi et le reconditionné aussi pour qu'on puisse parler sérieusement de ces sujets et de l'impact du secteur écologique, mais sans qu'il y ait de biais commercial. Donc nous, on a envie de pousser cette étude, comment on peut vous aider, et on a réussi à travailler avec l'ADEME, ça a duré quasiment 2 ans. Et l'impact, il est colossal. Par année d'utilisation, quand vous utilisez un smartphone reconditionné, on se parle de 25 kg de carbone évité, près de 80 kg de matières premières évitées, parce que les quelques grammes d'or que vous avez dans votre téléphone, en fait, il faut 100 kg de minerais pour pouvoir les obtenir. Donc il y a des chiffres qui existent. Je vous invite à consulter l'étude de l'ADEME qui est complète depuis le mois d'octobre, c'est-à-dire qui trace le smartphone, les tablettes et les ordinateurs, et qui permet de réaliser que quand on change une pièce, ça pollue, mais que ça pollue infiniment moins que de produire un appareil neuf à partir de zéro. Merci Vianney. Et puis donc pour finir, Nina, vous m'expliquez que en fait ça reste compliqué, mine de rien, de continuer à répondre à une demande juste avec du reconditionné, mais que malgré tout vous observiez des changements chez les clients en termes de comportement. Comment est-ce que vous caractériseriez ces changements et comment est-ce que vous essayez de vous adapter? Alors déjà, pour commencer, on ne peut pas faire l'impasse sur la loi AGEC qui ça y est en vigueur, donc, et qui va normalement aussi changer la donne activement sur tout le secteur public, puisque maintenant, du coup, tout pouvoir public, quand il renouvelle son mobilier, doit inclure 20% de son mobilier. Alors, on ne sait pas bien si c'est comment il faut compter ces 20%, si c'est en volume, bon, bref. Mais en tout cas, 20% issus de réemploi. Donc, du coup, nous, le reconditionné tombe, bien sûr, dans cette escarcelle. Donc, maintenant, ce qui reste quand même, c'est que tous ces pouvoirs publics qui doivent sortir des appels d'offres ne savent pas encore bien, c'est le début, donc ils ne savent pas encore bien comment lancer des appels d'offres. Souvent, ils ont décidé, comme ils ont déjà leur approvisionneur en neuf, ils se disent, bon, on ne va pas contrarier, donc on va en fait séparer les appels d'offres et faire 80% de leur volume du coup vers le neuf, et puis 20%, on va faire un petit appel d'offres séparé. Je ne sais pas si c'est justement la bonne solution, parce qu'encore une fois, quand on demande 100% de reconditionner à une entreprise telle que la nôtre, nous, on n'a pas le choix, évidemment. Ça dépend beaucoup de l'approvisionnement, du gisement qu'on a, de ce qu'on a en stock. On ne peut pas garder notre stock dormant pendant des années. Donc, nous, notre but, c'est de faire tourner notre stock. Donc là encore, il y a toute une économie à redessiner, à repenser. Et qui nous aidera, je pense, en travaillant avec les pouvoirs publics, on pourra essayer de formaliser des appels d'offres qui soient plus simples d'accès pour nous. Après, sur le secteur privé, on sent bien que ça prend, c'est pour des questions, que ce soit des questions financières, le reconditionné est quand même moins cher que acheter neuf, pour des questions RSE. On sent bien que ça intéresse les sociétés. Pour autant, il y a encore un changement de mentalité à finir de convertir, c'est-à-dire qu'ils ont envie de reconditionner, mais quand ils comprennent les contraintes du reconditionné, typiquement par exemple l'homogénéité des bureaux, par exemple, ils vont vous dire nous on veut 300 postes tous pareils. 300 postes tous pareils, même modèle, même marque, en reconditionné. C'est pas possible en fait. Donc il y a une éducation à faire autour de tout ça en disant est-ce qu'il ne faut pas réfléchir en termes d'homogénéité par espace, est-ce que vraiment avoir le même modèle c'est important. Toute cette éducation là à travailler en direct avec les clients pour qu'ils dépassent un peu ce
qui se figurent comme des problèmes et qui, in fine, à la fin, dans l'usage des choses, on revient là, on a fait une installation au Paris Santé Campus, on a fait 700 postes sur leurs différents étages. Tous les postes ne sont pas identiques, mais il y a une homogénéité. In fine, tout le monde est installé, personne n'y voit plus rien. Donc, encore une fois, parfois, c'est des barrières psychologiques qu'on se met, très clairement, comme réutiliser un vêtement. J'avais entendu sur le keynote précédent, on ne pensait pas il y a 10 ans qu'on pourrait remettre un vêtement qui a déjà été mis par une personne précédemment. Voilà, tout ça, c'est des barrières psychologiques qu'il faut petit à petit travailler et gommer au fur et à mesure. Voilà. Merci Ina. Finalement, on en revient à cette question des imaginaires et puis des représentations en fait, de la valeur des consommateurs. Représentations qui doivent s'adapter finalement à ces nouvelles spécificités des produits issus de l'économie circulaire et qui doivent nous permettre un petit peu de changer nos comportements. Donc là, on a finalement de nouveaux acteurs qui émergent, qui redessinent ce marché de la seconde vie avec une vraie diversité dans les modèles, dans les types de structures, dans les produits, avec des approches qui peuvent parfois être en compétition ou parfois se compléter. On a vu quelques pistes intéressantes, notamment sur la formation, un enjeu clé du développement de l'économie circulaire, et autour duquel, en fait, certains acteurs peuvent se retrouver. On voit aussi derrière ce que vous dites, cette question du passage à l'échelle qui semble assez fondamentale, avec des modèles qui sont prometteurs, mais qui ont besoin encore du soutien des acteurs publics, qui ont besoin d'accompagner des consommateurs, des clients qui doivent changer leurs pratiques, qui ont besoin de tester des modèles en fait. Donc avec des enjeux des enjeux économiques, sociaux et environnementaux qui restent à relever pour la suite. Donc on peut maintenant prendre quelques questions s'il y a des personnes dans la salle. Oui, il y en a une juste là. Merci beaucoup, extrêmement intéressant. J'ai 2 questions. La première, c'est pour Back Market. Super, merci d'être la tête de pont d'une façon de consommer autrement. Vous avez des super campagnes de communication dans le métro et autres. Ma question, c'est, vous avez aussi, du coup, on va dire que vous structurez un peu le marché de la seconde main. Quel rôle vous pouvez incarner pour, à qualité de produit égale, pousser les acteurs qui ont le plus de valeur sociale derrière? Donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est pour tous les acteurs. Vous avez parlé du combat commun qu'on pourrait avoir sur la formation. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi avoir un combat commun sur la communication? À se dire, justement, aujourd'hui, le consommer autrement, c'est encore une poignée de militants, en tout cas de gens engagés. Est-ce qu'il n'y a pas une mise en commun à faire pour se dire comment on mutualise des moyens de communication, faire des campagnes massives pour montrer que ça doit devenir la norme? Je commence. Non, par rapport au rôle de Back Market et à la responsabilité qu'on a notamment dans l'écosystème français, parce qu'on opère dans 15 autres pays, donc le paysage il est contrasté, et notre rôle dans ce paysage il va différer. Mais c'est vrai qu'on est devenu un acteur important dans l'écosystème français sur le digital. En réalité, j'ai toujours un peu tendance à essayer de nous voir petits, parce que je pense que si on se voit trop gros, on a l'impression d'y être arrivé, alors qu'on est encore une fois un peu des nains. Pour autant, sur le secteur du reconditionné et donc de l'économie circulaire appliquée aux machines en France, surtout smartphones, tablettes et ordinateurs, on est devenu un gros acteur. Et ce que dit Maud est juste, à partir de ce moment-là, il y a, je ne vais pas citer Spider-Man non plus, mais on a des responsabilités. Je pense qu'on n'est pas obligé déjà d'opposer un modèle de marketplace avec, par exemple, le monde de l'économie sociale et solidaire ou des marchands locaux qui font bien leur travail. On a chez nous, en France, une dizaine, alors bon, oui, ça équivaut pas aux 170 d'Emmaüs, mais on a une dizaine de SS qui vendent sur la plateforme, dont les ateliers du bocage qui appartiennent au groupe Emmaüs. On réfléchit à des manières de
de les mettre en avant et de bonifier un peu leurs équilibres économiques sur back market, notamment peut-être avec des taux de commission qui sont adaptés. On réfléchit aussi à les mettre en avant. Alors, ce n'est pas le cas juste des ESS, mais vous avez un onglet sur le site, très visible. Si vous vous connectez, vous pouvez le voir, reconditionné en France par des reconditionneurs français. Donc, on est conscient de la responsabilité. Après, objectivement, on reste pragmatique. Et peut-être c'est un peu froid. Et c'est là où je rejoins le fait qu'on n'est pas une entreprise sociale, on est une entreprise qui veut massifier un modèle économique pro-circulaire. Et ça, c'est notre responsabilité. Je pense qu'elle est importante. Et il y a d'autres entreprises dont la responsabilité est de faire l'insertion sociale. Tout le sujet, c'est comment on ne détruit pas leur modèle en faisant grandir le nôtre. Et donc, notre responsabilité, c'est d'apporter de l'accès, le massifier et de créer les conditions de la confiance avant toute chose. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre en avant des reconditionneurs français. Il faut qu'on propose le choix aux consommateurs et qu'on peut un peu l'orienter avec des prix adaptés et puis une mise en avant un peu poussée quand même. C'est ce qu'on s'efforce de faire. Sur la com, je vais très vite. Je ne suis pas certain, moi, qu'une convergence pure et parfaite des messages et des campagnes soit la meilleure manière d'y arriver. Je pense au contraire qu'avoir plusieurs acteurs qui vont amener leur sujet avec leur ton de voix, leur personnalité, parler à leur cœur de cible différent, c'est probablement la meilleure manière d'y arriver. Oui, je partage aussi, et même pour aller plus loin, en fait, si aujourd'hui l'économie circulaire n'est pas le modèle dominant, c'est pas juste parce que on communique pas assez bien et que les gens n'en ont pas conscience. Si on pense que c'est plus intéressant d'aller extraire de la matière en Afrique, de la déplacer en Asie ou aller transformer pour faire des pièces détachées, assembler en Turquie, transporter par porte-conteneur, où il y a 2 personnes qui viennent livrer votre lave-linge chez vous, qui récupèrent l'ancien pour le donner à un éco-organisme, tout étant financé par l'éco-participation. En fait, si tout ça, c'est plus intéressant que de faire venir un technicien qui habite à 10 minutes de chez vous, c'est ça le problème. Et donc, s'il y a un combat, je pense qu'on doit mener tous ensemble, c'est se confronter à ce problème d'expérience client, de qualité, d'efficacité, via tous les sujets qu'on a évoqués précédemment. Et là, on va vraiment réussir à transformer. Et puis, je partage le fait de parler chacun à sa manière aux consommateurs, c'est ça qui lui permettra d'avoir des messages différents qui finiront par imprimer à terme. Alors, on peut prendre encore une autre question. Oui, bonjour, Catherine Moncel, l'éco-circulaire. J'avais 2 questions, notamment la première, je me tourne vers Murphy. Vous avez parlé du risque, effectivement, avec le fonds réparation, le bonus qui a été présenté il n'y a pas longtemps, qui devra être mis en œuvre à partir du 15 décembre. Est-ce qu'effectivement, ça peut être une chance pour vous, mais aussi un risque, c'est que face à l'insuffisance des réparateurs, le consommateur va peut-être se retrouver face à une incompréhension, un manque de réactivité. Donc, est-ce que ça, vous l'anticipez déjà avec d'autres collègues, entreprises de la réparation? Là, vous êtes tout seul, vous pouvez représenter les autres. Et mon autre question, c'était sur le rôle de la grande distribution, parce qu'avec le réemploi, justement, il y a un risque, alors pas seulement dans l'électroménager, mais aussi dans d'autres secteurs comme le textile, de voir que certains se disent que la grande distribution va reprendre la crème, c'est-à-dire vraiment tous les produits de qualité, donc pour capter les clients via des dispositifs de bons d'achat, etc. Donc là, effectivement, il y a des entreprises clairement de l'ESS comme Emmaüs ou d'autres qui vont se retrouver face à des produits qui seront de moins bonne qualité. Donc, est-ce que là, vous parlez avec des éco-organismes, justement, parce qu'ils gèrent aussi maintenant le réemploi? Est-ce que ça, c'est quelque chose où il y a des passerelles, des communications possibles? Alors, merci beaucoup pour vos questions. Sur la question du fonds réparation et du risque que ça représente, en fait, on est sur un marché qui est déjà brûlant. Il y a trop de demandes de réparation, pas assez de techniciens capables de servir. Donc effectivement, ça va venir accélérer cette tendance. Mais ça vient aussi quand même
sécuriser finalement des réparateurs qui viendraient faire le choix de la reconversion professionnelle en se disant bah oui, il y a quand même plein de signaux qui sont ouverts, si même l'État maintenant se met à aider, c'est que c'est quand même un métier d'avenir et donc du coup ça devient plus facile de recruter, et tout le marché va finir par suivre et se structurer. Il va y avoir un démarrage laborieux, c'est inévitable, que ce soit d'un point de vue administratif, mais finalement, c'est aussi ce dont on a besoin, c'est d'événements aussi brutaux pour venir changer la manière de faire. Si on pense qu'on va le faire de manière linéaire, petit à petit, ça j'y crois qu'à moitié. Et votre deuxième question, elle portait sur la responsabilité de la grande distribution. Alors effectivement, je pense que Back Market a eu un rôle essentiel dans la prise de conscience de la grande distribution, de ce que c'était que l'économie, ce que sera l'économie circulaire demain. Je crois que vous êtes valorisé 2 ou 3 fois le groupe Fnac Darty, 1000 fois moins qu'Amazon. Mais donc il y a encore, tu disais vous êtes des nains, j'adore ça et j'espère qu'un jour vous serez valorisé 1000 fois plus qu'Amazon. Et en fait, aujourd'hui, la grande distribution, ils ont à leur droite les e-commerçants, Amazon, Cdiscount, je pense à Boulanger et Darty. À leur gauche, l'économie circulaire. Ils ont très bien vécu dans les années, la suite des années 2000, le début du e-commerce, et ils savent ce que c'est quand les utilisateurs et les Français, ils ont décidé d'arrêter d'acheter dans les magasins et d'acheter en ligne. Ils achètent en ligne. C'est comme ça. Donc l'économie circulaire, c'est pas une option, c'est pas quelque chose de, ils s'en rendent compte, il se passe des trucs quand même. Je pense qu'il y a 4 ans, on avait fait un forum comme ça où il y avait des boîtes, on avait participé aussi. Et à l'époque, en fait, on n'était que des tout petits acteurs. On était minuscules, en fait, insignifiants. Aujourd'hui, on ne parle plus jamais de réparation sans parler de nous, de reconditionnement sans parler de Back Market, de SS sans parler d'Emmaüs. Je pense qu'à Adopta Bureau, vous êtes moins connus parce que vous faites du B2B, donc vous avez moins ce besoin-là d'avoir une grosse marque. Mais en fait, ça, c'est une tendance de fond. Et la question que se posent les distributeurs, c'est comment est-ce qu'ils vont faire pour arriver à transformer leur modèle pour pouvoir faire de l'économie circulaire une opportunité. Et donc nous, ce qu'on ressent, c'est qu'effectivement, ils ont plutôt tendance à essayer de rattraper le retard qu'ils ont. Et ça, c'est hyper positif, parce que le jour où les acteurs dominants se mettent à faire de l'économie circulaire, c'est là où on va vraiment transformer les choses. Et nous, on est là pour leur rappeler que s'ils ne le font pas, on va le faire pour eux. Et donc ça, c'est une vraie... c'est comme ça qu'on va finir par transformer tout le marché. Alors, je ne sais pas si on a le temps pour... Non ? Peut-être une dernière, si jamais... Ah oui, on a une. Oui. Bonjour, merci pour vos interventions. J'ai une petite question. Tout à l'heure, on évoquait Chine et notamment la popularité de la marque. Et je pense certainement auprès d'un public cible assez jeune. Moi, mon interrogation, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas... tout intérêt aussi à récupérer les techniques de branding, de marketing ou de merchandising de marques qui fonctionnent, et notamment les marques fast fashion, qui marchent très bien auprès des jeunes publics ou des gens qui ont peu de moyens, pour justement augmenter la désirabilité de boutiques ou de boutiques online comme Label Emmaüs auprès de ce genre de public. Aujourd'hui, quand on va, et moi je fréquente les boutiques Emmaüs ou les ressourceries, j'y vais par souci de bon plan, j'y vais pas par souci de désirabilité. Et aujourd'hui, je pense que, et vous me direz si je me trompe, mais je pense que pour toucher ces publics qui sont encore trop appâtés par le branding, est-ce qu'il ne faudrait pas justement récupérer ces techniques-là, les détourner pour servir une consommation plus responsable? Donc là, en effet, ma question, elle se dirige plus sur le côté consommation que service. Mais voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. C'est hyper intéressant comme question. Je dirais oui et non. Oui, dans un premier temps, parce que c'est ce qu'on essaie de faire un petit peu.
Voilà, on est sur réseaux sociaux, on a des mailings, on a Google Analytics, etc., etc. Au quotidien, on utilise les outils qu'utilisent ces marques. Après, on a quoi comme moyen? Le budget de Label Emmaüs en communication annuelle, c'est 35 000 €. On fait des miracles avec ça et surtout beaucoup de mécénat de compétences. On réussit à décrocher des agences de com, etc., qui s'engagent parce que c'est Emmaüs, parce qu'il y a ce combat social aussi au cœur. Donc de toute façon, je veux dire, on pourrait décrocher tous les mécènes du monde. On ne fera, nous, dans notre modèle de coopérative qui remet 100% des bénéfices dans l'outil de travail, on fera jamais de levée de fonds gigantesque. Donc on va faire que courir après ces marques finalement, et on va s'épuiser. Voilà. Donc maintenant, moi, je suis passée de l'autre côté. Après plusieurs années d'épuisement à essayer d'utiliser les mêmes outils, non. Désormais, je suis dans un plaidoyer assumé. On ne fait pas pareil. On est à l'extrême inverse de ces marques. On le fait savoir. On est à l'inverse pour l'environnement, pour le social, pour le sociétal. En termes de gouvernance, on est dans un partage de pouvoir et de richesse totale. Et ça, pour moi, c'est quand même le socle. Et je pense que l'économie circulaire doit s'interroger aussi sur ces modèles-là de gouvernance et de partage de richesses, parce que si on reproduit trop les modèles de l'économie qu'on veut combattre là-dessus, on perd en cohérence tout de même. Pour faire du plaidoyer, c'est sûr, il faut être cohérent. Parce que le consommateur, il va pas nous le pardonner, et dans les années qui viennent, c'est clair que la clairvoyance sur le greenwashing, le social washing, le generative washing et j'en passe, ça va se voir de plus en plus. Voilà, donc moi je pense qu'on n'y arrivera qu'à travers un plaidoyer fort, et je pense que là-dessus on aurait tout intérêt quand même à collaborer, voilà, pas dans du marketing basique, mais dans du vrai plaidoyer, et pas que pour faire bouger les pouvoirs publics, pour faire bouger aussi le consommateur. Mais pour faire ce plaidoyer, il faut qu'on ait une vraie cohérence, qu'on ne soit pas dans un affichage de façade, il faut qu'on ait des partenariats forts autour aussi de combats sociaux, pour modifier en fait l'économie dans sa façon aussi de créer de la richesse et de la distribuer. Je vais faire une phrase qui va vraiment contenir 8 mots. Non, pas du tout, mais je vais être bref. Je crois à la complémentarité. Je ne crois pas que les consommateurs... à l'échelle, arriveront à faire la révolution intérieure de l'économie circulaire en n'écoutant que du rationnel. Je crois à la désirabilité, je crois à la puissance du marketing, parce que c'est des techniques éprouvées qui ont mis Apple, Amazon, etc. là où ils sont aujourd'hui. Je pense que c'est bien qu'il y ait des entreprises comme les nôtres qui s'occupent de ce boulot-là, comme les nôtres sont en cohérence avec leur modèle, qui est un modèle de croissance, un modèle capitalistique, et qui ne font pas semblant d'être une ONG. Je crois par contre que les consommateurs... sont pas la propriété d'une marque ou d'une entreprise. Ça, c'est un fantasme de marketeur qui dit à partir du moment où un consommateur va chez Carrefour, jamais de sa vie il rentrera dans un Super U. C'est pas vrai. Je pense que là où il y a de la convergence à faire, et sur des discours d'escorte, des imaginaires, etc., c'est qu'un consommateur de back market qui est rentré parce que je lui ai mis des chats dans la figure, eh ben, il va ensuite, c'est notre dernière campagne, il va ensuite découvrir le monde de l'économie circulaire dans sa pluralité, s'intéresser à des modèles. Je pense qu'on ne fait pas un boulot suffisant, par exemple, pour introduire des initiatives comme Label Emmaüs ou des initiatives comme la réparation pour les consommateurs. Le sujet, il est là, c'est comment on fait la jointure pour que d'un passage un peu marketing, eh ben, on l'amène à des pratiques plus profondes et sur des modèles mieux structurés, avec des meilleures gouvernances peut-être, mais voilà. Et Label Emmaüs est désirable aussi, hein. Je vous invite à aller sur le site. Je veux dire, c'est pas que une tannée d'acheter chez Emmaüs, ou c'est pas que militant, tu l'as dit aussi, c'est aussi faire de bonnes affaires. C'est des lieux de vie, des lieux de rencontre, tu peux aussi trouver autre chose. Et voilà, tous ceux qui achètent sur Label, il y en a une grande partie qui sont très contents du service client. Donc je pense que de la même façon que les acteurs de l'économie marchande dans l'économie circulaire sont tout à fait capables d'avoir de
d'impact social. De la même façon, l'économie sociale et solidaire est capable de faire du marketing et du service client aux petits soins, quoi. Voilà, sortons effectivement de toutes ces cases, quoi. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous pour cette table ronde.